Histoire mondiale de la France. Ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron. Aujourd'hui, 1494, Charles VIII descend en Italie et rate le monde. Écrit par Patrick Boucheron, lu par Pierre Beau. Pendant qu'à Tordesillas, les puissances ibériques se partagent le monde, le jeune roi de France Charles VIII s'enivre à Naples des charmes de l'Italie. L'expédition n'est-elle qu'une regrettable diversion dans le récit de la construction de l'État royal? Au contraire, répond Michelet, l'événement est immense et décisif, car il donne le coup d'envoi à la Renaissance. Il est passé par le col du Mont-Cenis, le chemin ordinaire des pèlerins de Rome. Comme tous les conquérants impétueux qui sautent le mur de l'Italie, écrit Michelet, de Charlemagne à Napoléon. Mais pour l'heure, voici un roi, jeune et plein de son vouloir, écrit dans ses mémoires Philippe de Comines, un roi qu'escorte une armée puissante. Il a quitté Grenoble le 28 juillet 1494, le 5 septembre il est acclamé à Turin. Il regarde vers Naples et au-delà, Jérusalem. Charles VIII est persuadé qu'il va bousculer le destin du monde, précipiter le retour du Christ sur terre. Il a 24 ans. Dans moins de 4 ans, le 7 avril 1498, il sera mort d'avoir heurté de la tête un peu sottement un linteau de pierre de son château d'Amboise, tandis qu'il se rendait au jeu de paume. Il était pourtant bien petit, écrit Comines, comme un pygmée, précise méchamment l'humaniste et diplomate italien Pietro Martire d'Anghiera, qui depuis la cour d'Espagne fait à l'Europe tout entière le récit épistolaire des découvertes de Christophe Colomb. Car c'est bien cette simultanéité qui finira par être embarrassante pour la postérité du jeune roi Charles VIII, malgré ses victoires en Italie. 1494 est l'année du traité de Tordesillas, par lequel les royautés ibériques se partageaient le monde découvert et à découvrir de part et d'autre d'un méridien passant au large des îles du Cap-Vert. Un hémisphère au royaume de Portugal, l'autre aux couronnes de Castille et d'Aragon. La papauté était à la manœuvre, depuis 1493, défendant par son arbitrage son aspiration universaliste au dominium mundi. Or, il faut bien s'y résoudre, ainsi que l'écrira brutalement le grand historien de l'Afrique du Nord, Charles-André Julien, en 1948, la part de la France dans les découvertes maritimes est pratiquement nulle. Ce n'est pas faute d'avoir tenté de fouiller les archives à la recherche d'hypothétiques précurseurs. Dans sa relation de voyage sur les côtes de Guinée parue en 1669, Villot de Belfond prétendait que des marchands normands avaient fondé en 1364, au sud du Cap-Vert, une colonie, le Petit Dieppe, antérieurement aux Portugais. Et c'est également de Dieppe qu'aurait embarqué le Normand Jean Cousin en 1488, accompagné de Martin Alonso Pinzon, futur pilote de Colomb, pour découvrir le Brésil avant l'arrivée de la flotte portugaise de Pedro Alvarez Cabral en 1500. De telles fables encombrèrent longtemps l'historiographie française, au point que Claude Lévi-Strauss semble encore leur prêter foi dans Triste Tropique en 1955. Elles sont nées d'une intense frustration historique, rendue plus aiguë encore à partir du moment où, au temps de Villot de Belfond et de Vauban, la France de Louis XIV aspirait à une domination coloniale sur le monde, à l'espagnol. C'est donc depuis le XVIIe siècle que l'historiographie française reproche au roi Charles VIII d'avoir, en 1494, manqué le coche de l'histoire en ratant d'un même geste l'occasion de conquérir le monde et de parachever la France. Qu'allait-il faire à Naples? C'était, répètent à l'envi les historiens jusqu'à aujourd'hui encore, lâcher la proie pour l'ombre. Après quelques moments difficiles, son règne personnel n'avait pourtant pas si mal commencé. Lorsqu'il accède au trône en 1483 à la mort de son père Louis XI, Charles n'a que 13 ans et est placé sous la tutelle de sa sœur, Anne de Beaujeu. Louis d'Orléans, son beau-frère, qui sera son successeur sous le nom de Louis XII, prend la tête d'une rébellion des princes qu'on appela la guerre folle. Mais une fois l'ordre rétabli, Charles VIII s'attache à faire tout ce que les manuels d'histoire de la Troisième République attendaient d'un roi de France. Il met fin à la guerre de succession de Bretagne, et par son mariage à Langeais le 6 décembre 1491 avec Anne de Bretagne, l'héritière du duché, il assure
son rattachement à la couronne de France, achevant le dessein de Louis XI. 9 mois plus tard, le 11 octobre 1492, un héritier mâle naît. Tout est parfait, jusqu'au prénom de l'enfant, Charles Orlan. À moins que cette francisation de l'italien Orlando, qui traduit lui-même le Roland de la chanson de geste carolingienne, ne trahisse une inquiétante fascination pour l'aventure chevaleresque telle qu'on l'a fantasmée en Italie. C'est sans doute pour s'y lancer à corps perdu que le roi établit la paix aux frontières. Le 3 novembre 1492, il signe le traité d'Étaples avec Henri VII d'Angleterre. Le 19 janvier 1493, le traité de Barcelone avec Ferdinand II d'Aragon. Et le 23 mai, le traité de Senlis avec l'empereur Maximilien d'Autriche. À Ferdinand, Charles VIII cède la Cerdagne et le Roussillon. Et à Maximilien, mécontent, il est vrai, d'avoir vu lui échapper sa fiancée Anne de Bretagne, l'Artois, la Franche-Comté et le Charolais. N'est-ce pas beaucoup? Ne vaudrait-il pas mieux, pour accomplir les promesses politiques et territoriales de ses sages prédécesseurs, que Charles VIII entreprenne les réformes exigées par les États généraux de Tours en 1484? Ces questions ne sont pas seulement celles rétrospectives des historiens modernes irrités que l'exutoire péninsulaire, selon l'expression d'Emmanuel Leroy-Ladurie, ne vienne divertir Charles VIII de la longue patience capétienne à construire le territoire et l'État français. Elles sont celles de l'entourage du roi, qui dans son conseil, comme dans les assemblées de ville, exprime franchement son hostilité à ce que les sources du temps appellent l'emprise, de l'italien impressa, l'entreprise d'Italie. Celle-ci semble donc être le vœu solitaire et obstiné d'un jeune roi que l'historiographie s'attache à décrire comme fantasque, fragile et rêveur. On lui aura échauffé la tête de prophéties et de romans de chevalerie, et voilà tout. Comines a décrit la manière dont les ambassadeurs milanais agitent devant le roi des rêves de grandeur, lui offrent l'arbre des batailles que le libraire parisien Antoine Vérard vient de publier en 1493, tente de l'attirer par les vapeurs grisantes de la fumée et gloire d'Italie. Car c'est le duc de Milan, Ludovic le Mort, qui, poursuivant ses intérêts propres, attira le roi de France dans le jeu politique italien, le persuadant qu'il était temps pour lui de faire valoir les anciens droits dynastiques de la maison d'Anjou, dont Charles VIII est l'héritier, sur le royaume de Naples. En réalité, on ne doit pas s'exagérer les habiletés diplomatiques italiennes. D'abord parce que la péninsule était devenue depuis les années 1470 au moins l'un des lieux principaux de la lutte pour l'hégémonie européenne. Ensuite parce que lorsque celle-ci se déclenche, elle emporte tout sur son passage. C'est tout un système politique qui est balayé par les guerres d'Italie et par le déchaînement de forces qu'elles entraînent. En 1494, écrira plus tard Guichardin, est entrée en Italie une flamme, une peste, qui non seulement changea les États, mais aussi les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. Près de 30 000 hommes forment l'armée de Charles VIII, une artillerie sans égale, et une flotte permanente si imposante qu'aucun État n'avait réussi à mobiliser, sinon l'Empire ottoman. Car ce dernier est bien, à n'en pas douter, la cible principale de Charles VIII, qui, dès le 13 mars 1494, s'est proclamé roi de Naples et de Jérusalem. L'expédition ottomane d'Otrante en 1480 et les massacres qui s'ensuivirent n'ont fait qu'exacerber en Europe la peur des Turcs et l'espoir de lever contre eux une croisade. Or, le pape Pie II n'avait-il pas affirmé à son père Louis XI que seul le roi de France était désigné pour libérer le Saint-Sépulcre? Les temps sont mûrs. Tous les prophètes le disent. Depuis François de Paule à Plessis-les-Tours jusqu'à Savonarole à Florence. Ce climat de fièvre eschatologique est mondial. En 1494 commence le 10e siècle de l'Hégire, précipitant au Maghreb, en Anatolie, en Iran, jusqu'en Inde, l'espoir du Moudjadid qui viendra réorganiser le monde connu. Et les historiens savent bien aujourd'hui que les expéditions de Christophe Colomb, comme les navigations portugaises du règne de Manuel Ier, demeureraient incompréhensibles si on ne les intégrait pas dans cet horizon messianique. Telle est la dimension proprement mondiale de l'entreprise d'Italie de Charles VIII en 1494. Peu importe alors les détails de son déroulement, le roi de France reçoit un accueil triomphal en Lombardie, chasse les Médicis de Florence, impose à Rome un accord avec le pape
et entre à Naples en février 1495 en libérateur sans livrer bataille. Cette parade souveraine laisse les témoins subjugués. D'un seul signe de tête, il a ébranlé le monde, écrit un peu pompeusement Marcile Ficin. La désillusion sera à la mesure de l'espérance. Les libelles et les chansons satiriques se multiplient, et contre les barbares, dont on commence à raconter les turpitudes et les cruautés, se constitue bien vite la conscience de cette identité blessée qu'est l'italianita. Venise prend la tête d'une sainte ligue pour la consolation de l'Italie, qui livre bataille aux armées françaises sur le chemin du retour. C'était à Fornoux, le 6 juillet 1495. Le combat est brutal et meurtrier. Le sort des armes indécis. Les Français prétendent l'avoir remporté car on ne leur a pas coupé la retraite. Les Vénitiens célèbrent leur victoire car ils se sont emparés du trésor royal ramené à la basilique Saint-Marc comme un trophée. De retour en France, Charles VIII assiste impuissant à la désagrégation de son royaume méridional. Que reste-t-il alors de l'entreprise d'Italie? Outre les séquelles de la syphilis qui contractèrent quelques soldats de la grande armée du roi de France, ce mal napolitain qui allait se répandre en Europe et qui, venant d'Amérique, était la première conséquence bactériologique de la mondialisation. En 1855, plaçant en tête du tome 8 de son Histoire de France la descente de Charles VIII en 1494, alors que le précédent tome s'achevait par la convocation des États généraux de 1484, Michelet répond « La Renaissance ». C'est le titre qu'il donne à son livre. C'est le sens qu'il invente à l'épisode. Et cette invention, qu'on le veuille ou non, dure jusqu'à aujourd'hui. Voici ce qui permet à Michelet d'affirmer hardiment que la découverte de l'Italie eut infiniment plus d'effet sur le XVIe siècle que celle de l'Amérique. Milan, Rome, Naples, Charles VIII aura accompli ce crescendo des merveilles qui l'obligera à imiter en Val-de-Loire un peu de ces beautés accumulées et avec elles les modèles politiques qu'elles exprimaient. Cette barbarie étourdiment heurte un matin cette haute civilisation. C'est le choc de deux mondes, mais bien plus de deux âges qui semblaient si loin l'un de l'autre, le choc et l'étincelle, et de cette étincelle la colonne de feu qu'on appela la Renaissance. Ainsi était sauvée, par sa barbarie même, la grandeur historique de la France et son rôle dans l'histoire du monde.